It is News Hour on Spectrum Television. Thanks for watching tonight's newscast. Making headlines, the CPDM elections as they continue to unfold in the Lekki and South region of Cameroon, as Michel Belibi elected as promising to live up to the expectations of the population as well as support them in their every endeavor. Trafficking in humans in the nation's capital making waves around the country as the Yaoundé Central Hospital, Professor Pierre-Joseph Fouda, after being silent following the scandalous happenings, finally opens up to what actually took place there at the hospital. And those are our top stories. Good evening, viewers. Thanks for watching the Primetime Balungu newscast on Spectrum Television. Our very first element comes to you in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, trafic présumé d'organes à l'hôpital central de Yaoundé pour le professeur Pierre-Joseph Fouda. Ce n'est pas scandaleux d'avoir ouvert le ventre. Il s'est exprimé ainsi sur la chaîne nationale cet après-midi après avoir refusé hier de parler aux médias privés. Mireille Chabzi. Hôpital central de Yaoundé, au-delà des apparences, les circonstances du décès d'un jeune homme, Hilaire Aïssi, âgé de 22 ans il y a quelques jours, suscitent une vive émotion populaire. Les images diffusées en boucle dans les réseaux sociaux appellent les éclairages des responsables de cet hôpital. La famille accuse le centre hospitalier de trafic d'organes. Les images sont choquantes. Nous ne pouvons que vous proposer un extrait de son. Face à l'horreur que leur présentait le corps sans vie de leur fils, la famille d'Hilaire Aïssi tente de se rapprocher de l'administration centrale de l'hôpital pour comprendre ce qui s'est passé. La mort de mon petit frère est tellement suspecte que à la réunion de famille, nous avons essayé d'expliquer ce qui se passait en fait sur son corps. Nous sommes partis à l'hôpital central pour demander des explications le lundi qui suivait. On a laissé une lettre au directeur, on a cherché le chirurgien et tout, mais rien. On ne nous a pas reçus, on ne nous a rien permis de faire. Ce même jour, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé informe le public de ce que des individus en colère, se réclamant de la famille d'un patient décédé, ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital. Ont élu domicile devant le bâtiment administratif émettant un vacarme menaçant et troublant la quiétude des patients. Ces personnes disaient réclamer les organes de leurs proches décédés qui auraient été mutilés. Ils tentent d'expliquer sur la chaîne nationale. Ce patient est arrivé ici le 10 après avoir été poignardé. Il est revenu le 14 dans un état de péritonite, c'est-à-dire une infection abdominale. Il a été opéré parce qu'il y avait une plaie du côlon et le chirurgien Dr Biwele, le patron des urgences, qui l'a opéré. La première opération s'est bien passée. Il a mis le gros intestin à la peau, mais 2 jours après cette intervention, on se rend compte que les tissus sous la peau se sont infectés. Et la peau aussi. Il rentre à nouveau au bloc pour enlever ces tissus qui sont infectés. Tout ceci dans l'optique de sauver la vie du malade. Et finalement, le malade décède parce que c'était une infection généralisée. Le directeur de l'hôpital, qui reconnaît avoir reçu le malade souffrant d'une plaie pénétrante au niveau de la fosse lombaire gauche, s'explique au sujet des mutilations scandaleuses observées sur le corps du défunt. Je regrette énormément parce que tout le monde veut être médecin et tout le monde veut faire la médecine. Dans tous les pays du monde, une pathologie de la paroi abdominale, c'est comme quand le couteau part. Le couteau ne s'arrête pas au niveau de la peau des muscles. Il pénètre. Il allait blesser le gros intestin à l'intérieur. On ne peut réparer ces lésions qu'en opérant au niveau du ventre, en faisant une laparotomie. Il n'y a pas une autre façon d'opérer. Une enquête a été ouverte par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Boke Godlive Ntoua, le préfet du département de la Ménois,
a été admis ce jour au service d'urgence de l'hôpital général de Yaoundé. Selon la famille, l'autorité administrative est atteinte du coronavirus. Et s'agissant de cette pandémie, le Cameroun compte à ce jour 85 414 cas et 1368 décès. Parlons de toute autre chose à présent. Élection de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'élection s'est déroulée dans l'allée qui est sud sereinement. L'équipe de Michel Bélibi, élu, promet de travailler pour améliorer les conditions de vie des populations. Olivier Bouzike pour les détails. C'est lui, Michel Bélibi Tchala, qui a été fortement plébiscité par les militants et militantes de la Ligue Sud pour présider l'association des Kabitatom. Dans son plan d'action, le nouvel homme fort du parti dans cette localité et son équipe mettent en priorité d'une part l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce que nous avons voulu faire avec les populations ici, c'est un pacte, c'est un partenariat pour le développement. C'est un partenariat pour l'amélioration des conditions de vie des populations ici. C'est le sens ici de ma candidature et de celle de toute mon équipe. Nous ne pouvons pas être en déphasage avec ce que dit le président national, à savoir amener les paysans à sortir du sous-développement, d'abord mental et puis matériel. D'autre part, ils entendent préserver les acquis du parti de la Flamme. Pour ce faire, ils misent sur le rassemblement des fils et filles de la localité et appellent à un déroulement serein de cette opération sur l'ensemble du territoire national. Une élection, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un combat fratricide. Nous sommes tous des frères ici. Au sortir de ce vote, nous resterons des frères. Et je pense qu'au sortir d'ailleurs de ce vote, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Il faut noter que le scrutin s'est tenu suivant les consignes du parti. Le RDPC à l'épreuve de la démocratie à travers l'opération du renouvellement des organes de base. Alors qu'on a enregistré plusieurs points chauds sur l'ensemble du territoire national, la sénatrice Félicité Ebungu pense que c'est simplement l'expression d'une démocratie vivante et dynamique. Pour elle, ce n'est pas le plus important et donc ne devrait pas être la chose à retenir. Je vous propose de l'écouter. Je pense que le RDPC a encore montré une fois de plus que c'est un parti qui tient à la démocratie, un parti qui veut que le principe de démocratie soit bien imprégné au Cameroun et nous en avons donné l'exemple tout simplement. On ne peut pas manquer de souligner l'engouement des militants. L'engouement des militants et leur engagement. Je pense que s'il y a eu des scènes qui sont évidemment regrettables, c'est parce que le RDPC est un parti encore fort et tout le monde aimerait se tailler une place. Il n'y a pas de raison. On aimerait se tailler une place au sein du RDPC. On aimerait apporter sa contribution et pour son parti. On ne se bat pas pour quelque chose qu'on n'aime pas. C'est quand on aime qu'on se bat. Et quand on est prêt à apporter sa contribution, qu'on se bat pour apporter cette contribution. C'est dommage. Mais en général, s'il y a eu un ou deux cas malheureux, en général, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On a dit, même aux gagnants, on leur a dit de tendre la main. Donc, nous sommes tous engagés au sein du RDPC. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que le parti qui a gagné pour qu'on puisse aller de l'avant. Toujours en politique, renouvellement des membres des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette fois-ci dans la région de l'Ouest. Eric Niat, candidat tête de liste RDPC à la section des Nord, n'a pas pris part ce lundi 27 septembre 2021 à l'élection. Celle-ci prévue le dimanche 26, elles ont été reprogrammées hier lundi entre 8h et 14h, ceci sans avoir notifié le candidat Niat
et ses colistiers. C'est du moins ce qu'annonce par communiqué le directeur de campagne. Le communiqué précise également que le candidat a entrepris de saisir par voie de requête le président de la commission communale de renouvellement qu'il a rencontré à la maison de parti. Dans sa requête, Éric Niat rappelle au président des faits graves maintes fois décriés qui, selon lui, relèvent des pratiques basses orchestré contre le RDPC à Baganté. Toutefois, Éric Niat réitère son appel au calme et à la responsabilité à l'endroit des populations. Situation du Cameroun pour Maurice Kamto. Tous les voyants sont au rouge. Tout le Cameroun est en déliquescence. Le président du MRC s'est récemment exprimé dans le journal Libération alors qu'il était de passage en France. Les grands moments de cette interview sont retracés dans ce reportage de Léla Renganz. Depuis les élections de 2018, malgré mes demandes répétées, je n'ai jamais été reçu par le Quai d'Orsay. Propos de Maurice Kamto. De passage en France, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a accordé une interview au journal Libération. 2 pages, 8 et 9, dans lesquelles celui que les chiffres officiels d'Elections Cameroun ont déclaré second à l'élection présidentielle de 2018 revient sur la situation actuelle du Cameroun. Si le leader du MRC reconnaît et salue le rôle joué par la France pour sa libération en octobre 2019, il lui reproche tout de même de ne pas suffisamment user de son influence pour faire bouger certaines lignes au Cameroun, choisissant de s'en tenir au credo d'une prétendue stabilité pour préserver les entreprises françaises présentes au pays de Paul Biya. Le même procès, Maurice Kamto le fait à l'ensemble de la communauté internationale qui, au regard de la situation sécuritaire au Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest notamment, et du nombre important de morts, 3000, chiffre officiel, se contente de déclarations inquiètes quand sur des crises beaucoup moins graves dans d'autres pays, l'ONU ou l'Union africaine se sont impliqués de façon plus visible. Pourtant, poursuit-il, tous les voyants sont au rouge. Covid-Gate, canne glissante, infrastructure routière, situation sécuritaire, tout le Cameroun est en déliquescence. Et pour avoir voulu l'exprimer, 124 de ses militants sont en prison depuis la manifestation du 22 septembre 2020, dont 116 d'entre eux traduits devant le tribunal militaire. Avec le désistement de leur avocat début septembre, le président du MRC semble désormais fonder tous ses espoirs en la plateforme rassemblant 7 partis politiques d'opposition qui se proposent de restaurer le code électoral. Car laisse entendre Maurice Kamto, lui, il défend la voie légaliste et pacifiste pour que le changement se fasse dans la paix et par les urnes. On our economic page, rice imports have increased by 23% according to a note on the foreign page of the National Institute of Statistics, which says 86.12 billion CFA francs as against 260.29 tons of 2020 rice is much more higher than this year. Let's have following details with Catherine Kone. According to a note on foreign trade, the quantities of rice already imported for the first half of the current year is on a steady rise. A review produced by the National Institute of Statistics shows that 330 tons of rice have already been imported for an envelope of 86.122 billion francs CFA, whereas in 2019, 298 tons was imported with a budget of 70.954 billion francs CFA. That is to say, there is an increase in the quantity of 59.038 tons and 15.169 billion francs CFA in value. For the first half of 2021, the overall imports made by Cameroon amounted to 1,824 billion francs CFA for 5.07 million tons of goods, thus recording an increase of 15.4% in value and 17.8% in quantity as compared to 2020.
On a year-over-year basis, rice imports shows a rather downward trend. In 2020, the country imported 597 tons of goods to the tune of 159.871 billion francs CFA. It is now established that the increasing importation of rice into the country is intended to meet up with the national demands on one hand and re-exporting to neighboring countries like Chad and Nigeria on the other hand. The overall national production is barely about 200,000 tons, which according to statistics from the Ministry of Agriculture and Rural Development, in 2020, these amounted to 170 tons for a national demand estimated at 600,000 tons over the same period. Le ministre des Transports se dote d'un nouvel outil pour la surveillance du trafic routier. Le système informatique et biométrique basé sur l'installation des caméras dans les véhicules a été officiellement lancé hier par Jean-Ernest Massenanga-Levi-Béré. Mireille Sabzé pour les détails. D'arriver ici dans le Mongo sans appréhension aucune. Nous savions que nous venions en terrain conquis à la cause du RDPC. Et durant tout le processus, nous avons pu nous en rendre compte. En ce qui concerne les militants, ils nous ont fait preuve de maturité. Ils nous ont fait preuve de responsabilité. Cette responsabilité, cette maturité nous a permis d'avoir des élections saines et transparentes. Très peu de requêtes. Et ceci grâce également à la maturité des militants. Cette réussite, nous pensons, est liée également à l'encadrement dont nous avons bénéficié des forces du maintien de l'ordre qui nous ont accompagnés. Dans sa phase pratique, le système s'appuie d'une part sur les caméras qui seront installées dans les bus et autres véhicules de transport urbain, d'autre part sur le poste de contrôle installé au ministère des Transports pour suivre, localiser et surveiller le trafic routier sur l'ensemble du territoire national. Il y a des caméras qui sont focalisées aux conducteurs de tous les véhicules. Ces caméras est dotée d'un système intelligent qui prend en compte des paramètres biométriques de ces conducteurs. Ça nous permet de savoir si ce conducteur est fatigué. Si ce conducteur est fatigué, ce système automatiquement envoie un signal à ça de contrôle du ministère des Transports et permet à ce qu'on peut interpeller ces véhicules. Ce système contrôle en temps réel la vitesse avec laquelle un véhicule est en train de circuler. Donc si ce véhicule est en cette vitesse, ça indique automatiquement, ça amène à la réduction et de limiter automatiquement cette vitesse. Il y a notre caméra qui est placée dans ces véhicules qui lie l'infrastructure routière et l'environnement de la route. Cette caméra permet à ce que le véhicule est informé de tous les panneaux de signalisation qui sont sur nos axes routiers. Si ces véhicules est dans une tentative de changement de ligne continue, le système interdit et informe le conducteur que vous êtes en train de vouloir mener une activité, une manœuvre dangereuse. Mauvais dépassements sont signalés. Le système ne servira pas uniquement au contrôle et à la surveillance du trafic. Il permettra également de déterminer les causes des accidents et sanctionner au besoin les usagers indélicats. Nous avons tous les contacts de toutes les postes de gendarmerie dans l'ensemble du territoire national, la police et nos équipes des OPG pour permettre à ce que lorsque l'information que le SAR de contrôle a constaté, on peut mener des actions pour stopper. C'est un système qui a déjà fait ses preuves auparavant dans le transport des marchandises dangereuses et sera désormais implémenté dans les autres secteurs du transport terrestre. Nous connaissons ce que c'est que la dématérialisation des procédures, surtout avec une façon de visualiser tout ce qui se passe. Ça apporte, n'est-ce pas, pour ceux-là qui cherchent à ramener à compte courant, ça les conduit à une certaine résistance. Et cette résistance au changement, nous la maîtrisons très bien, mais nous sommes sûrs et certains qu'avec la volonté ferme des pouvoirs publics et surtout la volonté également des acteurs du secteur du transport, notamment les organismes, c'est-à-dire que les sociétés de transport professionnels qui acceptent de jouer le jeu, ce serait véritablement une grosse révolution, en ce sens qu'elle va contribuer sensiblement, et alors là très sensiblement, à la réduction des accidents de circulation. L'objectif final, selon le ministre des Transports, est de réduire considérablement le coût des accidents de la circulation sur nos axes routiers.
Et puisqu'on parle des axes routiers dans la région du sud, la route Ebolova-Kribi bloquée ce mardi 28 septembre 2021 par des populations en colère. Celles-ci ont détruit tous les ponts en planche, posé des barricades sur les axes routiers, perturbant ainsi la circulation. Ces populations réclament aux autorités les routes. Je vous propose d'écouter un témoin sur le terrain. Nous sommes ici à 30 km de Bolova. Les gens sont en train de détruire tous les ponts. Tous les ponts. La même situation se pose partout. Aucune voiture ne traverse. Ça, c'est le pont des Zingui qu'on a détruit. On a jeté le bois à côté. On ne peut pas traverser ici. Et c'est comme ça sur toute la... Toutes les marchandises sont déchargées ici. Les arbres ont été abattus sur la route pour bloquer la circulation. Les voitures venant d'Akomde, Kribi sont bloquées ici au niveau du pont. Les populations sont fâchées. Il n'y a pas de route depuis des décennies. Les autorités arrivent. Ouais. Les autorités arrivent, mais personne ne veut entendre le message. Personne. And now we talk of the demise of the former government delegate of the Kumba Urban Council, as before his demise on September 27, 2021 in Kumba, Victor Ngokele had managed the affairs of the Kumba City Council from 2009 to the year 2020, taking over office from Kelvin Nokombele as government delegate to the Kumba City Council. But who was Victor Ngokele? Find out in this report by Crystal Asexwele. Bafo by origin, Victor Ngonkele was born in 1960 in Kumba, where he attended the Bethel Baptist Primary School and later moved to CPC Bali and Cas Bambili. Here, he obtained his first school leaving certificate and later on obtained his GCE Ordinary and Advanced Level certificate, respectively. Late Victor Ngonkele then moved to Germany to further his studies. While in Germany, he obtained a Bachelor of Science degree in Economics at the University of Magdeburg. Graduated in 1998 from the same university with a master's degree in cooperative economics. After working in Germany for some years, the former government delegate returned to Cameroon and served as director at the Southwest Farmers Cooperative Union for 11 years. He was appointed in 2009 as government delegate to the Kumba City Council. During his time of office, his priority was the well-being of the people of Kumba. Despite his limited budget to run the council, he had to manage issues like the poor road network, the unemployment of youths, as well as the repeated lockdown and constant ghost town plaguing the region since the start of the socio-political crisis in the two English-speaking regions of the country. Victor Ngonkele will equally be remembered for his great level of maturity. He decided to drop all court cases against his successor, with whom for close to a year wrangled over electoral petitions and court suits. The former government delegate to the Kumba City Council died yesterday, September 27, 2021, in his Alaska Street residence in Kumba, chief town of the Meme Division in the southwest region of Cameroon. And Professor Elvis Ngole labels the fallen statesman as selfless and a humble CPDM militant who served the purpose of the party while he was still alive. Let's have his reactions in the following excerpt. He was an engaging politician. He was an engaging militant. He was very committed to the party and very committed to the community. He was that consensus maker, that consensus builder. He was that bridge builder. And so, as a person, and as a CPDM militant and a public servant, he was the, what the good example of
a good politician, a decent politician. And as an elite, he was a good Kumba elite who was always there and always ready to give his own contribution, and always ready to listen to everybody, and always ready to make Kumba the first, to make Kumba always the ultimate goal. He didn't take politics so personal. He was really the good example of a public servant. He was really the good example of a politician. He was the good example of a CPDM militant. And in fact, his death is a little shocking. Not that everybody doubts death, but the brusque and brutal nature in which it occurred shocks everybody, and everybody is wondering, was he sick? What was it? What is it all about? But in fact, we shall miss him, because when I was a member of government and he was a government delegate, we worked together anytime we were in Kumba or wherever we met in the southwest region, in Boya or wherever. He was always easygoing. Really the kind of politician you like to be around with, because he never showed you that diversity of opinion was an impediment. Diversity of opinion was supposed to be simply a phase or a stage. And to him, the ultimate goal was togetherness, unity, common ground, attainment of the goal. It is with that reaction from Professor Elvis Ngole that we close the curtains of tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Jocelyne Binzi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Police.